Livre deuxième, la chute. Chapitre 1, le soir d'un jour de marche. Dans les premiers jours du mois d'octobre 1815, 1 heure environ avant le coucher du soleil, un homme qui voyageait à pied entra dans la petite ville de Digne. Les rares habitants qui se trouvaient en ce moment à leurs fenêtres ou sur le seuil de leur maison regardaient ce voyageur avec une sorte d'inquiétude. Il était difficile de rencontrer un passant d'un aspect plus misérable. C'était un homme de moyenne taille, trapu et robuste, dans la force de l'âge. Il pouvait avoir 46 ou 48 ans. Une casquette à visière de cuir rabattu cachait en partie son visage, brûlé par le soleil et le hâle et ruisselant de sueur. Sa grosse chemise de grosse toile jaune, rattachée au col par une petite ancre d'argent, laissait voir sa poitrine velue. Il avait une cravate tordue en corde, un pantalon de coutil bleu, usé et râpé, blanc à un genou, troué à l'autre. Une vieille blouse grise en haillons rapiécée à l'un des coudes d'un morceau de drap vert cousu avec de la ficelle. Sur le dos, un sac de soldat, fort plein, bien bouclé et tout neuf. À la main, un énorme bâton noueux. Les pieds sans bas dans des souliers ferrés, la tête tondue et la barbe longue. La sueur, la chaleur, le voyage à pied, la poussière ajoutaient je ne sais quoi de sordide à cet ensemble délabré. Les cheveux étaient ras et pourtant hérissés, car ils commençaient à pousser un peu et semblaient n'avoir pas été coupés depuis quelque temps. Personne ne le connaissait. Ce n'était évidemment qu'un passant. D'où venait-il? Du Midi? Du bord de la mer, peut-être, car il faisait son entrée dans Digne par la même rue qui, 7 mois auparavant, avait vu passer l'empereur Napoléon à l'an de Cannes à Paris. Cet homme avait dû marcher tout le jour. Il paraissait très fatigué. Des femmes de l'ancien bourg, qui est au bas de la ville, l'avaient vu s'arrêter sous les arbres du boulevard Gassendi et boire à la fontaine qui est à l'extrémité de la promenade. Il fallait qu'il eût bien soif, car des enfants qui le suivaient le virent encore s'arrêter et boire 200 pas plus loin à la fontaine de la place du marché. Arrivé au coin de la rue Poichevert, il tourna à gauche et se dirigea vers la mairie. Il y entra, puis sortit un quart d'heure après. Un gendarme était assis près de la porte, sur le banc de pierre où le général Drouot monta le 4 mars pour lire à la foule effarée des habitants de Digne la proclamation du Golfe Juan. L'homme ôta sa casquette et salua humblement le gendarme. Le gendarme, sans répondre à son salut, le regarda avec attention, le suivit quelque temps des yeux, puis entra dans la maison de ville. Il y avait alors à Digne une belle auberge, à l'enseigne de la Croix de Colbas. Cette auberge avait pour hôtelier un nommé Jacquin Labarre, homme considéré dans la ville pour sa parenté avec un autre Labarre qui tenait à Grenoble l'auberge des Trois Dauphins et qui avait servi dans les guides. Lors du débarquement de l'empereur, beaucoup de bruit avait couru dans le pays sur cette auberge des Trois Dauphins. On contait que le général Bertrand, déguisé en charretier, y avait fait de fréquents voyages au mois de janvier et qu'il y avait distribué des croix d'honneur à des soldats et des poignées de Napoléon à des bourgeois. La réalité est que l'empereur, entré dans Grenoble, avait refusé de s'installer à l'hôtel de la préfecture. Il avait remercié le maire en disant « Je vais chez un brave homme que je connais » et il était allé aux Trois Dauphins. Cette gloire du Labarre des Trois Dauphins se reflétait à 25 lieues de distance jusque sur le Labarre de la Croix de Colbas. On disait de lui dans la ville « c'est le cousin de celui de Grenoble ». L'homme se dirigea vers cette auberge, qui était la meilleure du pays. Il entra dans la cuisine, laquelle s'ouvrait de plein pied sur la rue. Tous les fourneaux étaient allumés. Un grand feu flambait gaiement dans la cheminée. L'hôte, qui était en même temps le chef, allait de l'âtre aux casseroles, fort occupé et surveillant un excellent dîner destiné à des rouliers qu'on entendait rire et parler à grand bruit dans la salle voisine. Quiconque a voyagé sait que personne ne fait meilleure chère que les rouliers.
Une marmotte grasse, flanquée de perdrix blanches et de coques de bruyère, tournait sur une longue broche devant le feu, et sur les fourneaux cuisaient 2 grosses carpes du lac de Lauzet et une truite du lac d'Alosa. L'hôte, entendant la porte s'ouvrir et entrer un nouveau venu, dit sans lever les yeux de ses fourneaux: « Que veut monsieur ?»« Manger et coucher, dit l'homme. »« Rien de plus facile, reprit l'hôte. » En ce moment, il tourna la tête, embrassa d'un coup d'œil l'ensemble du voyageur et ajouta: « En payant. » L'homme tira une grosse bourse de cuir de sa poche, de la poche de sa blouse, et répondit: « J'ai de l'argent. »« En ce cas, on est à vous, dit l'hôte. » L'homme remit sa bourse en poche, se déchargea de son sac, le posa à terre près de la porte, garda son bâton à la main et alla s'asseoir sur une escabelle basse près du feu. Digne est dans la montagne. Les soirées d'octobre y sont froides. Cependant, tout en allant et venant, l'homme considérait le voyageur. « Dîne-t-on bientôt, dit l'homme. « Tout à l'heure, dit l'hôte. » Pendant que le nouveau venu se chauffait, le dos tourné, le digne aubergiste Jacquin Labarre tira un crayon de sa poche, puis il déchira le coin d'un vieux journal qui traînait sur une petite table près de la fenêtre. Sur la marge blanche, il écrivit une ligne ou deux, plia sans cacheter et remit ce chiffon de papier à un enfant qui paraissait lui servir tout à la fois de marmiton et de laquais. L'aubergiste dit un mot à l'oreille du marmiton et l'enfant partit en courant dans la direction de la mairie. Le voyageur n'avait rien vu de tout cela. Il demanda encore une fois: « Dîne-t-on bientôt ?»« Tout à l'heure, dit l'hôte. » L'enfant revint. Il rapportait le papier. L'hôte le déplia avec empressement, comme quelqu'un qui attend une réponse. Il parut lire attentivement, puis hocha la tête, et resta un moment pensif. Enfin, il fit un pas vers le voyageur qui semblait plongé dans des réflexions peu sereines. « Monsieur, dit-il, je ne puis vous recevoir. » L'homme se dressa à demi sur son séant. « Comment? Avez-vous peur que je ne paye pas? Voulez-vous que je paye d'avance? »« J'ai de l'argent, vous dis-je. »« Ce n'est pas cela. »« Quoi donc? »« Vous avez de l'argent. »« Oui, dit l'homme. »« Et moi, dit l'autre, je n'ai pas de chambre. » L'homme reprit tranquillement: « Mettez-moi à l'écurie. »« Je ne puis. »« Mais pourquoi? »« Les chevaux prennent toute la place. »« Eh bien, repartit l'homme, un coin dans le grenier, une botte de paille, nous verrons cela après dîner. »« Je ne puis vous donner à dîner. » Cette déclaration, faite d'un ton mesuré mais ferme, parut grave à l'étranger. Il se leva. « Ah bah, mais je meurs de faim, moi. J'ai marché et dès le soleil levé, j'ai fait 12 lieues. Je paie. Je veux manger. »« Je n'ai rien, dit l'hôte. » L'homme éclata de rire et se tourna vers la cheminée et les fourneaux. « Rien? Et tout cela? » ?»« Tout cela m'est retenu. »« Par qui? »« Par ces messieurs les rouliers. »« Combien sont-ils? »« 12. »« Il y a là à manger pour 20. » Ils ont tout retenu et tout payé. D'avance. L'homme se rassit et dit sans hausser la voix: « Je suis à l'auberge, j'ai faim et je reste. » L'hôte alors se pencha à son oreille et lui dit d'un accent qui le fit tressaillir: « Allez-vous-en. » Le voyageur était courbé en cet instant et poussait quelques braises dans le feu avec le bout ferré de son bâton. Il se retourna vivement et, comme il ouvrait la bouche pour répliquer, l'hôte le regarda fixement et ajouta toujours à voix basse: « Tenez, assez de paroles comme cela. Voulez-vous que je vous dise votre nom? Vous vous appelez Jean Valjean. Maintenant, voulez-vous que je vous dise qui vous êtes? En vous voyant entrer, je me suis douté de quelque chose. J'ai envoyé à la mairie et voici ce qu'on m'a répondu. Savez-vous lire? » En parlant ainsi,
Il tendait à l'étranger tout déplié le papier qui venait de voyager de l'auberge à la mairie et de la mairie à l'auberge. L'homme y jeta un regard. L'aubergiste reprit après un silence. « J'ai l'habitude d'être poli avec tout le monde. Allez-vous-en. » L'homme baissa la tête, ramassa le sac qu'il avait déposé à terre et s'en alla. Il prit la grande rue. Il marchait devant lui, au hasard, rasant de près les maisons, comme un homme humilié et triste. Il ne se retourna pas une seule fois. S'il s'était retourné, il aurait vu l'aubergiste de la Croix de Colbas sur le seuil de sa porte, entouré de tous les voyageurs de son auberge et de tous les passants de la rue, parlant vivement et le désignant du doigt, et au regard de défiance et d'effroi du groupe, il aurait deviné qu'avant peu, son arrivée serait l'événement de toute la ville. Il ne vit rien de tout cela. Les gens accablés ne regardent pas derrière eux. Ils ne savent que trop que le mauvais sort les suit. Il chemina ainsi quelque temps, marchant toujours, allant à l'aventure par des rues qu'il ne connaissait pas, oubliant la fatigue, comme cela arrive dans la tristesse. Tout à coup, il sentit vivement la faim. La nuit approchait, il regarda autour de lui pour voir s'il ne découvrirait pas quelque gîte. La belle hôtellerie s'était fermée pour lui. Il cherchait quelques cabarets bien humbles, quelques bouges bien pauvres. Précisément, une lumière s'allumait au bout de la rue. Une branche de pin pendue à une potence en fer se dessinait sur le ciel blanc du crépuscule. Il y alla. C'était en effet un cabaret. Le cabaret qui est dans la rue de Chaffaut. Le voyageur s'arrêta un moment et regarda par la vitre l'intérieur de la salle basse du cabaret, éclairée par une petite lampe sur une table et par un grand feu dans la cheminée. Quelques hommes y buvaient. L'hôte se chauffait. La flamme faisait bruire une marmite de fer accrochée à la crémaillère. On entre dans ce cabaret, qui est aussi une espèce d'auberge, par deux portes. L'une donne sur la rue, l'autre s'ouvre sur une petite cour pleine de fumier. Le voyageur n'osa pas entrer par la porte de la rue. Il se glissa dans la cour, s'arrêta encore, puis leva timidement le loquet et poussa la porte. « Qui va là ?» dit le maître. « Quelqu'un qui voudrait souper et coucher. »« C'est bon, ici on soupe et on couche. » Il entra. Tous les gens qui buvaient se retournèrent. La lampe l'éclairait d'un côté, le feu de l'autre. On l'examina quelque temps pendant qu'il défaisait son sac. L'hôte lui dit « Voilà du feu, le souper cuit dans la marmite. Venez vous chauffer, camarades. » Il alla s'asseoir près de l'âtre. Il allongea devant le feu ses pieds meurtris par la fatigue. Une bonne odeur sortait de la marmite. Tout ce qu'on pouvait distinguer de son visage, sous sa casquette baissée, prit une vague apparence de bien-être, mêlée à cet autre aspect si poignant que donne l'habitude de la souffrance. C'était d'ailleurs un profil ferme, énergique et triste. Cette physionomie était étrangement composée. Elle commençait par paraître humble et finissait par sembler sévère. L'œil luisait sous les sourcils comme un feu sous une broussaille. Cependant, un des hommes attablés était un poissonnier qui, avant d'entrer au cabaret de la rue de Chaffaut, était allé mettre son cheval à l'écurie chez Labarre. Le hasard faisait que le matin même, il avait rencontré cet étranger de mauvaise mine, cheminant entre Bradas et... j'ai oublié le nom, je crois que c'est Escoublon. Or, en le rencontrant, l'homme, qui paraissait déjà très fatigué, lui avait demandé de le prendre en croupe, à quoi le poissonnier n'avait répondu qu'en doublant le pas. Ce poissonnier faisait partie, une demi-heure auparavant, du groupe qui entourait Jacquin Labarre, et lui-même avait raconté sa désagréable rencontre du matin aux gens de la Croix de Colbas. Il fit de sa place au cabaretier un signe imperceptible. Le cabaretier vint vers lui. Ils échangèrent quelques paroles à voix basse. L'homme était retombé dans ses réflexions. Le cabaretier revint à la cheminée, posa brusquement sa main sur l'épaule de l'homme et lui dit « Tu vas t'en aller d'ici. » L'étranger se retourna
et répondit avec douceur. « Ah, vous savez, oui, on m'a renvoyé de l'autre auberge. Et l'on te chasse de celle-ci. Où voulez-vous que j'aille? Ailleurs. » L'homme prit son bâton et son sac et s'en alla. Comme il sortait, quelques enfants qu'il avait suivis depuis la croix de Colbas et qui semblaient l'attendre lui jetèrent des pierres. Il revint sur ses pas avec colère et les menaça de son bâton. Les enfants se dispersèrent comme une volée d'oiseaux. Il passa devant la prison. À la porte pendait une chaîne de fer attachée à une cloche. Il sonna. Le guichet s'ouvrit. « Monsieur le guichetier, dit-il en ôtant respectueusement sa casquette, voudriez-vous bien m'ouvrir et me loger pour cette nuit? » Une voix répondit. « Une prison n'est pas une auberge. Faites-vous arrêter. On vous ouvrira. » Le guichet se referma. Il entra dans une petite rue où il y a beaucoup de jardins. Quelques-uns ne sont enclos que de haies, ce qui égaye la rue. Et parmi ces jardins et ces haies, il vit une petite maison d'un seul étage dont la fenêtre était éclairée. Il regarda par cette vitre comme il avait fait pour le cabaret. C'était une grande chambre blanchie à la chaux, avec un lit drapé d'indienne imprimée et un berceau dans un coin, quelques chaises de bois et un fusil à 2 coups accroché au mur. Une table était servie au milieu de la chambre. Une lampe de cuivre éclairait la nappe de grosses toiles blanches. Le broc d'étain luisait comme l'argent et plein de vin et la soupière brune qui fumait. À cette table était assis un homme d'une 40aine d'années, à la figure joyeuse et ouverte, qui faisait sauter un petit enfant sur ses genoux. Près de lui, une femme toute jeune allaitait un autre enfant. Le père riait, l'enfant riait, la mère souriait. L'étranger resta un moment rêveur devant ce spectacle doux et calmant. Que se passait-il en lui? Lui seul put le dire. Il est probable qu'il pensa que cette maison joyeuse serait hospitalière et que là où il voyait tant de bonheur, il trouverait peut-être un peu de pitié. Il frappa au carreau, un petit coup, très faible. On n'entendit pas. Il frappa un second coup. Il entendit la femme qui disait « Mon homme, il me semble qu'on frappe. » « Non, répondit le mari. » Il frappa un troisième coup. Le mari se leva, prit la lampe et alla à la porte qu'il ouvrit. C'était un homme de haute taille, demi-paysan, demi-artisan. Il portait un vaste tablier de cuir qui montait jusqu'à son épaule gauche et dans lequel faisait ventre un marteau, un mouchoir rouge, une poire à poudre, toutes sortes d'objets que la ceinture retenait comme dans une poche. Il renversait la tête en arrière, sa chemise largement ouverte et rabattue montrait son cou de taureau blanc et nu. Il avait d'épais sourcils, d'énormes favoris noirs, les yeux à fleur de tête, le bas du visage en museau, et sur tout cela, cet air d'être chez soi qui est une chose inexprimable. « Monsieur, dit le voyageur, pardon, en payant, pourriez-vous me donner une assiette de soupe et un coin pour dormir dans ce hangar qui est là, dans ce jardin? Dites, pourriez-vous, en payant? »« Qui êtes-vous » demanda le maître du logis. L'homme répondit « J'arrive de Puy-Moisson. J'ai marché toute la journée. J'ai fait 12 lieues. Pourriez-vous, en payant? »« Je ne refuserai pas, dit le paysan, de loger quelqu'un de bien qui paierait. Mais pourquoi n'allez-vous pas à l'auberge? »« Il n'y a pas de place. »« Bah, pas possible. Ce n'est pas jour de foire ni de marché. Êtes-vous allé chez là-bas? »« Oui. »« Eh bien? » Le voyageur répondit avec embarras. « Je ne sais pas. Il ne m'a pas reçu. »« Êtes-vous allé chez Chose de la rue de Chaffaut? » L'embarras de l'étranger croissait. Il balbutia. « Il ne m'a pas reçu non plus. » Le visage du paysan prit une expression de défiance. Il regarda le nouveau venu de la tête aux pieds, et tout à coup il s'écria avec une sorte de frémissement. « Est-ce que vous seriez l'homme ?» Il jeta un nouveau coup d'œil sur l'étranger,
fit 3 pas en arrière, posa la lampe sur la table et décrocha son fusil du mur. Cependant, aux paroles du paysan, « Est-ce que vous seriez l'homme ?» La femme s'était levée, avait pris ses 2 enfants dans ses bras et s'était réfugiée précipitamment derrière son mari, regardant l'étranger avec épouvante, la gorge nue, les yeux effarés, en murmurant tout bas « Son maraude !» Tout cela se fit en moins de temps qu'il ne faut pour se le figurer. Après avoir examiné quelques instants l'homme, comme on examine une vipère, le maître du logis revint à la porte et dit « Va-t'en !»« Par grâce, reprit l'homme, un verre d'eau. »« Un coup de fusil !» dit le paysan. Puis il referma la porte violemment, et l'homme l'entendit tirer 2 gros verrous. Un moment après, la fenêtre se ferma au volet, et un bruit de barre de fer qu'on posait parvint au dehors. La nuit continuait de tomber. Le vent froid des Alpes soufflait. La lueur du jour expirant, l'étranger aperçut dans un des jardins qui bordent la rue une sorte de hutte qui lui parut maçonnée en motte de gazon. Il franchit résolument une barrière de bois et se trouva dans le jardin. Il s'approcha de la hutte. Elle avait pour porte une étroite ouverture très basse et elle ressemblait à ces constructions que les cantonniers se bâtissent au bord des routes. Il pensa sans doute que c'était en effet le logis d'un cantonnier. Il souffrait du froid et de la faim. Il s'était résigné à la faim, mais c'était du moins là un abri contre le froid. Ces sortes de logis ne sont habituellement pas occupés la nuit. Et il se coucha à plat ventre et se glissa dans la hutte. Il y faisait chaud, et il y trouva un assez bon lit de paille. Il resta un moment étendu sur ce lit, sans pouvoir faire un mouvement, tant il était fatigué. Puis, comme son sac sur son dos le gênait, et que c'était d'ailleurs un oreiller tout trouvé, il se mit à déboucler une des courroies. En ce moment, un grondement farouche se fit entendre. Il leva les yeux. La tête d'un dogue énorme se dessinait dans l'ombre de l'ouverture de la hutte. C'était la niche d'un chien. Il était lui-même vigoureux et redoutable. Il s'arma de son bâton, il se fit de son sac un bouclier et sortit de la niche comme il put, non sans élargir les déchirures de ses haillons. Il sortit également du jardin, mais à reculons, obligé pour retenir le dogue en respect d'avoir recours à cette manœuvre du bâton que les maîtres en ce genre d'escrime appellent la rose couverte. Quand il eut, non sans peine, repassé la barrière et qu'il se retrouva dans la rue, seul, sans gîte, sans toit, sans abri, chassé même de ce lit de paille et de cette niche misérable, il se laissa tomber plutôt qu'il ne s'assit sur une pierre. Et il paraît qu'un passant qui traversait l'entendit s'écrier « Je ne suis pas même un chien ». Bientôt il se releva et se remit à marcher. Il sortit de la ville, espérant trouver quelque arbre ou quelque meule dans les champs et s'y abriter. Il chemina ainsi quelque temps, la tête toujours baissée. Et quand il se sentit loin de toute habitation humaine, il leva les yeux et chercha autour de lui. Il était dans un champ. Il avait devant lui une de ces collines basses, couvertes de chaume, coupées ras, qui, après la moisson, ressemblent à des têtes tondues. L'horizon était tout noir. Ce n'était pas seulement le sombre de la nuit, c'étaient des nuages très bas qui semblaient s'appuyer sur la colline même et qui montaient, emplissant tout le ciel. Cependant, comme la lune allait se lever et qu'il flottait encore au zénith un reste de clarté crépusculaire, ces nuages formaient en haut du ciel une sorte de voûte blanchâtre d'où tombait sur la terre une lueur. La terre était donc plus éclairée que le ciel, ce qui est un effet particulièrement sinistre. Et la colline, d'un pauvre et chétif contour, se dessinait vague et blafarde sur l'horizon ténébreux. Tout cet ensemble était hideux, petit, lugubre et borné. Rien dans le champ, ni sur la colline, qu'un arbre difforme qui se tordait en frissonnant à quelques pas du voyageur. Cet homme était évidemment très loin d'avoir de ces délicates habitudes d'intelligence et d'esprit
qui font qu'on est sensible aux aspects mystérieux des choses. Cependant, il y avait dans ce ciel, dans cette colline, dans cette plaine et dans cet arbre, quelque chose de si profondément désolé qu'après un moment d'immobilité et de rêverie, il rebroussa chemin brusquement. Il y a des instants où la nature semble hostile. Il revint sur ses pas. Les portes de Digne étaient fermées. Digne, qui a soutenu des sièges dans les guerres de religion, était encore entouré en 1815 de vieilles murailles flanquées de tours carrées qu'on a démolies depuis. Il passa par une brèche et rentra dans la ville. Il pouvait être 8 heures du soir. Comme il ne connaissait pas les rues, il recommença sa promenade à l'aventure. Il parvint ainsi à la préfecture, puis au séminaire. En passant sur la place de la cathédrale, il montra le poing à l'église. Il y a au coin de cette place une imprimerie. C'est là que furent imprimées, pour la première fois, les proclamations de l'empereur et de la garde impériale à l'armée, à portée de l'île d'Elbe et dictées par Napoléon lui-même. Épuisé de fatigue et n'espérant plus rien, il se coucha sur le banc de pierre qui est à la porte de cette imprimerie. Une vieille femme sortait de l'église en ce moment. Elle vit cet homme étendu dans l'ombre. « Que faites-vous là, mon ami » dit-elle. Il répondit durement et avec colère. « Vous le voyez, bonne femme, je me couche. » La bonne femme, bien digne de ce nom en effet, était madame la marquise de R. « Sur ce banc, reprit-elle. J'ai eu pendant 19 ans un matelas de bois, dit l'homme. J'ai aujourd'hui un matelas de pierre. Vous avez été soldat? Oui, bonne femme, soldat. Pourquoi n'allez-vous pas à l'auberge? Parce que je n'ai pas d'argent. Hélas, dit madame de R, je n'ai dans ma bourse que 4 sous. Donnez toujours. L'homme prit les 4 sous. Madame de R continua. Vous ne pouvez vous loger avec si peu dans une auberge. Avez-vous essayé pourtant? Il est impossible que vous passiez ainsi la nuit. Vous avez sans doute froid et faim. On aurait pu vous loger par charité. J'ai frappé à toutes les portes. Eh bien, partout on m'a chassé. La bonne femme toucha le bras de l'homme et lui montra de l'autre côté de la place une petite maison basse à côté de l'évêché. Vous avez, reprit-elle, frappé à toutes les portes? Oui. Avez-vous frappé à celle-là? Non. Frappez-y.